Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'Aurélien Hamaker, le créateur de System.io. Ah oui, un parcours intéressant. Carrément, comment on passe de blogueur, bon, à succès certes, mais blogueur quand même, à patron d'une boîte SaaS qui pèse plusieurs millions. Surtout quand on n'est pas développeur à la base. C'est ça qui est fascinant. On va regarder ça de près, en se basant sur plusieurs de ces interviews, des transcriptions qu'on a pu trouver. Voilà, l'idée c'est vraiment de décortiquer les étapes, les galères aussi, et les stratégies qui ont fait System.io une boîte montée sans levée de fonds en plus. Exactement. Ce qu'on appelle bootstrapped. C'est un cas d'étude super pertinent sur l'évolution de l'entrepreneuriat en ligne, tu vois. Le passage d'un modèle un peu coup par coup, les lancements, vers un truc beaucoup plus stable, le SaaS. Justement, avant System.io, il avait déjà cartonné avec ses formations. Il parle même d'un lancement à 500 000 euros. C'est énorme. Oui, c'était pas un débutant. Mais il a senti le vent tourner, quoi. Une sorte de d'essoufflement du modèle. Les revenus commençaient à baisser, c'est ça, hein? C'est ça. Et c'est là qu'il a eu le déclic, je pense. Il a vu les limites de l'infoprenariat pur, très dépendant de ses pics de vente. Donc le SaaS, c'était pour la stabilité, les revenus récurrents. En plein ça. Le fameux MRR, le revenu mensuel récurrent. Et aussi, il faut pas l'oublier, la valorisation de la boîte. Une boîte SaaS, ça se valorise potentiellement 5, 10 fois plus qu'une activité de formation. C'est une vision à long terme. Alors, l'idée de System.io, elle vient d'où exactement? Pas juste une idée en l'air, j'imagine. Non, non, ça part d'une frustration perso en fait, et celle de ses propres clients. Ils galéraient avec les outils de l'époque. ClickFunnels, par exemple. Voilà, ClickFunnels qu'ils trouvaient cher, et au début c'était même pas en français, et puis Leadpages, c'était limité. Surtout, ils voyaient bien que ses clients, Beaucoup ne pouvaient pas se payer 100 $ par mois, quoi. exactement, certains gagnaient à peine le SMIC. Donc l'idée maîtresse c'était créer un outil tout en un. Page de vente, email, hébergement des formations, tunnel. Mais simple, et surtout beaucoup moins cher. Rendre la technique accessible, en gros. C'est ça. Virer la complexité pour des gens qui sont pas forcément des geeks. Ok, idée géniale sur le papier. Mais le hic, il n'est pas dev. Et la première tentative de créer l'outil, ça n'a pas été un succès, hein. Ah non, ça a été la cata totale. Il le raconte lui-même. 1 an de perdu, 30 000 euros jetés par les fenêtres, avec une agence au Maroc. Aïe, ça a dû faire mal. Ah ben oui, ça aurait pu tuer le projet dans l'œuf. C'est vraiment le défi classique du fondateur non technique, hein. Trouver les bonnes personnes pour construire le produit. Mais il n'a pas lâché l'affaire. Non. Et c'est là qu'il est fort. Il a changé de méthode. Il est allé chercher des freelances sur Upwork et il a fini par monter une équipe solide avec des développeurs russes apparemment très compétents. Sa philosophie, c'était trouver des gens qui règlent les problèmes, pas qui cherchent des excuses, c'est ça? Exactement. Focus sur l'exécution. Faire, faire, faire. Bon, construire l'outil, c'était une chose, mais le financer, sans lever de fonds, comment il a fait? Il a bootstrappé, comme on disait. Il s'est servi de l'argent de son business de formation, qui tournait encore bien, genre 20 000, 30 000 euros par mois. Il a réinvesti direct dans System.io. Tout à fait. Il a accepté de perdre de l'argent au début, de financer les développeurs avec ses gains perso. C'est un pari, mais quand tu as déjà un cash flow, ça aide. Et pour lancer, il avait déjà sa liste email, ça a dû aider. Énormément, 25 000 contacts, c'est pas rien. C'était la rampe de lancement initiale. Et après, la croissance, elle vient d'où principalement? Il parle beaucoup de l'affiliation. Ah oui, l'affiliation, c'est le moteur. Apparemment, ça représente genre 70% des ventes. C'est énorme. C'est énorme. Et la stratégie est assez agressive. 40%, puis même 50% de commission à vie sur les abonnements. À vie, waouh. Oui, à vie. C'est un gros investissement, mais en bootstrap, c'est souvent plus malin que de cramer du cash en pub. Il transforme ses utilisateurs en vendeurs. Et le tracking est intégré à l'outil, donc c'est fiable. Et ça, combiné au modèle freemium? Exactement. Le freemium attire la masse. Une offre gratuite pour que les gens testent, goûtent au produit. Et après, la conversion se fait comment? Il dit 10% de conversion vers le payant? Oui, un bon taux. Ça se fait surtout via des séquences d'emails bien ficelées. Tu montres la valeur, tu rappelles les limites du gratuit, tu pousses les offres payantes. C'est un cercle vertueux. Le freemium alimente la base, qui alimente l'affiliation. Et les chiffres aujourd'hui, ça donne quoi? Il parle de 8000 clients payants? Ouais, près de 400 000 $ de revenus mensuels récurrents. Objectif, doubler chaque année. C'est fou. Avec une équipe de plus de 60 personnes, tous en télétravail? Oui, dans 11 pays différents. Ça montre que la vision est claire. Simplicité, accessibilité, plus de valeur que les concurrents. Et cette culture de l'exécution rapide, fail fast, learn fast, tu vois. Échouer vite pour apprendre vite. Il a vraiment compris la valeur d'un actif SaaS. Comparé à des formations, même à succès, C'est ça.
C'est un actif qui prend de la valeur avec le temps. Donc, si on résume vite fait, Grimm. bien identifier un vrai besoin, un vrai problème, persévérer même après un gros échec technique, utiliser sa base existante, Et puis, le duo gagnant. Affiliation très généreuse et freemium bien pensé. c'est une belle recette pour une croissance autofinancée. Clairement. Ça prouve qu'il n'y a pas qu'un seul chemin et qu'on peut réussir dans le logiciel sans être un codeur de génie au départ. Faut juste bien connaître son marché et bien s'entourer. Et pour finir, une petite question qui reste en suspens. Quelle est la leçon la plus forte, finalement? Est-ce que c'est juste la preuve qu'un non-technicien peut y arriver dans le SaaS? Ou est-ce que c'est plutôt l'importance de créer une solution qui colle parfaitement aux besoins d'une niche précise, même quand il y a déjà des gros acteurs en place? Bonne question. Et peut-être aussi, est-ce que cet échec initial avec les développeurs, cette grosse claque, n'a pas été, paradoxalement, ce qui a forgé sa détermination et affiné sa stratégie pour la suite? Qu'est-ce qui aurait changé sans cette première épreuve? Ça laisse à réfléchir